la pénombre, progression de Yaoundé vers Douala by night, à bord de notre véhicule de tourisme bien rodé. Ça roule densément des 200 sur la nationale numéro 3. Comme nous, des bus de transport en commun, des camions et autres sur ce trajet devenu risqué. Les chauffeurs redoutent tous, ou presque, ces coupeurs de route et leur mode opératoire surprise. Quand tu viens seulement tomber, mais brusquement voilà quelque chose devant toi. La peur règne en maître, des usagers surtout, craintifs à chaque embarquement. Il y a quelques-uns qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Voilà, j'ai essayé de les rassurer en disant que bon, c'était juste en cours, voilà, la police contrôle et tout le reste. Mais bon, on ne peut pas enlever la peur. En immersion au cœur de ces voyages de nuit. Ici, derrière moi, un chantier de construction des péages automatiques transformés en aire de repos pour des camions parfois venus de très loin de la Centrafrique et du Tchad, voisins obligés de stationner ici pour attendre le lever du jour afin de continuer leur chemin. Un poste de contrôle non loin assure la sécurité. Le trajet est jalonné par les éléments des pelotons routiers. Nous avons renforcé la sécurité au niveau de notre circonscription. Nous sommes permanemment en éveil. Première règle de sécurité, des arrêts volontaires uniquement au bon moment et au bon endroit. Règle bien assimilée par ce chauffeur de bus. J'ai choisi l'endroit là où il y a le village, là où il y a le Dodan, là où il y a les gens. Mais il y a des arrêts imposés par une panne. Comme ici, Gildas remplace une roue crevée de son camion. C'était sur un endroit un peu bizarre, mauvais. Nous, on ne pouvait pas garer. Il faut qu'on cherche d'abord un endroit sécurisé un peu. Plus compliqué, des cas d'accident ou de panne qui immobilisent le véhicule. Depuis 17 heures, ce chauffeur est planqué dans un endroit à risque. Je suis descendu à la brigade routière là. J'ai trouvé le commandant là-bas. Je lui ai fait comprendre que j'étais en panne ici. Il m'a dit qu'il devait m'envoyer un élément. 19h là, un gendarme est venu, je suis revenu à la cabine. Un gendarme en faction, armé, dans un guet-apens tendu à d'éventuels malfaiteurs. La tenue du Pandore est dissuasive. Je suis en demi-saison, il ne pourra pas savoir directement que je suis gendarme. C'est quand ils veulent donc commencer l'agression que j'interviens donc et je les neutralise. Dans cette voiture banalisée non loin, ses collègues assurent le soutien en cas d'alerte. Nous sommes en contact permanent à travers les liaisons téléphoniques avec nos camarades. Cette stratégie usuelle au peloton de Boumdébel a déjà porté des fruits. Nous sommes à plus de 20 malfrats déférés qui prennent la peine d'agresser les chauffeurs en panne. Certains même, on a déféré la semaine passée, 5, il y avait un fourgon de couleur blanche, ils sont venus mettre le feu et 2 jours après, ils sont venus dépiécer le véhicule pour le revendre aux ferrailleurs. Un axe, 1000 incertitudes, un ouf après chaque voyage. La route, on dit Douala, Yaoundé. Quand tu quittes déjà Douala, tu arrives à Yaoundé sans problème, tu dis Dieu. Encore plus vrai, dans ce contexte de frayeur. Nous sommes au premier ralentisseur de Madja par Baganté. Innocent Djokou, chauffeur, a été abattu par balle dans son véhicule par des individus encore non identifiés. C'était au petit matin de samedi dernier. Cette voiture en provenance de Yaoundé pour Bafoussam avait à son bord 6 passagers. Elle a buté sur un groupe de 3 hommes armés de machettes et fusils de fabrication artisanale. Ils ont donc intimé l'ordre au chauffeur de s'arrêter et de remettre tout ce qu'il avait comme argent et autres objets de valeur. Probablement, le chauffeur voulant s'enfuir a démarré le véhicule, mais il a été rattrapé par un premier coup de feu qui a pris le montant gauche et par la suite le deuxième qui l'a atteint au niveau de la face. Le corps sans vie de Innocent Djokou a été conduit à la morgue de Baganté avant d'être remis à sa famille sous ordre du procureur. Les passagers ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police qui n'a pas pu mettre la main sur les malfrats. Mais
que les populations restent sereines, parce que les forces de défense et de sécurité sont sur les traces de cet autre mode opératoire et dans tous les cas. Une enquête a été ouverte et les mesures ont été prises pour mettre fin à ce phénomène dans l'arrondissement de Baganté. Système de freinage activé, véhicule au ralenti, manœuvre obligée pour sortir des nids de poules qui se multiplient sur la nationale numéro 5, rendant la circulation pénible. Voilà le quotidien des transporteurs qui utilisent cet axe routier dans la nuit. La route n'est pas bien. Pour au moins même bien rouler, la route a trop de trous. Avec les agressions que nous vivons tous les jours sur la route, ben on va faire comment? On essaie seulement d'être prudent et voyager en harmonie, en collègue. Partant de Douala pour Bafoussam, il faut mettre des heures durant, parfois une nuit entière, à cause du mauvais état de la route. Des conducteurs et usagers redoutent des attaques des bandits dans ces crevasses qui les obligent à rouler au ralenti. Il y a les tronçons qui sont risquants. Bon, par exemple, comme le tronçon Manjo jusqu'à Konsamba. C'est des tronçons vraiment risquants. Et après, c'est Banga jusqu'à Douala. Là où il y a assez de trous, là, on a aussi peur parce que le fait de ralentir dans les trous, ça peut faire à ceux qui sortent nous agresser. Il faut tellement que le gouvernement voit une solution par rapport à cette agression. Les usagers crient à l'aide car des mesures urgentes s'imposent. Un regard est tourné vers les autorités. Le phénomène suscite de la peur. Les autorités du département du Mungo ont pris les dispositions. Les chauffeurs, quant à eux, sont résolus à voyager désormais en cortège pour limiter les risques. Devant la caméra de Luciano Dodunjaku au Canal 2 International, je suis Arnaud Devariunda. Ces deux complices du quatuor criminel ayant perpétré dans la nuit du 22 au 23 février 2023 au quartier Ndokoti, lieu-dit Saint-Catex, sont aux arrêts. Ils sont les principaux suspects de l'assassinat de dame Yamche Monteux Alice, 37 ans, alors porteuse d'un fœtus de 3 mois. Selon leur déclaration, après avoir repéré Mme Yamche Monteux comme détenant une certaine somme d'argent, ils ont monté une opération dans le but de la voler. C'est ainsi que 2 d'entre eux se sont présentés à la boutique, tandis que les 2 autres constituaient les guetteurs. Les principaux agresseurs sont entrés dans sa boutique, ont coupé la bretelle de la sacoche de leur victime avec un poignard et se sont saisis du sac contenant environ 21 000 francs. Madame Yamche ayant voulu résister, ils lui ont donné des coups de poignard sur les cuisses avant de s'en aller, ignorant que leur victime était enceinte et avait fini par rendre l'âme. Les présumés coupables, dont l'un, proche voisin de la victime, ont été interpellés par les éléments de la police judiciaire de Bonanjo. Ils seront conduits devant la justice pour répondre de leurs actes. L'enquête ouverte par la suite sous la coordination du délégué régional de la Sûreté nationale, agissant suivant les prescriptions du chef de corps et de monsieur le gouverneur de la région du littoral, a conduit à l'interpellation de 2 individus sur les 4 qui constituaient ce groupe criminel organisé. Les 2 suspects interpellés vont être mis à la disposition du procureur de la République près du tribunal de grande instance du Vouri. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur leurs 2 acolytes qui courent toujours. Cette cargaison de près de 30 kg de chanvre indien devait être écoulée au marché noir de la ville de Melon. Cette activité dangereuse, ce jeune homme, la quarantaine environ sonnée, l'amène depuis plusieurs années. C'est pour faire quoi? C'est pour se mettre dans l'huile. L'huile de quoi? Pour se coin. Vous vendez ça à combien?
enfant étant écrasé dans l'huile. Pas le fondement, c'est pas étant écrasé dans l'huile. Oui, La consommation des stupéfiants est à l'origine de la montée en puissance de la criminalité dans cet arrondissement. Pour les forces de maintien de l'ordre, les populations doivent collaborer pour que ce phénomène recule. Le policier ne peut pas travailler seul. Il doit travailler en collaboration avec la population. C'est cette population qui me permet d'être à tout lieu au moment précis. Vu les instructions de M. le délégué général de Sûreté nationale répercutées par le délégué régional littoral, la hiérarchie ne dort pas tant que nous ne sommes pas sur le terrain. On est contraint d'être efficace et on fait notre travail, notre devoir. Le mis en cause sera présenté devant le procureur de la République en Konsamba aux fins de répondre de ses actes. Le désespoir marqué sur le visage de cette jeune femme. Les séquelles de la disparition de son enfant depuis le 10 mars sont encore perceptibles. Son bébé, quelques jours après sa naissance, brûle dans un feu ardent dans une couvreuse de l'hôpital régional de Konsamba. Nous, on a juste entendu des cris d'une maman et tout. On sort avec l'enfant dans la couveuse, plein de feu. Les infirmières demandent qu'elle vienne regarder son enfant. C'est là où elle dit que non, l'enfant qui est couché au sol, c'est avec le feu plein sur elle. C'est notre enfant. J'ai reconnu ça par le chapeau qu'on a mis sur l'enfant. Le chapeau n'était pas brûlé sur le cou de l'enfant. Clarisse, la génitrice, est encore sous le choc. Ses cris et pleurs retentissent dans l'hôpital, dans une totale ignorance des circonstances de ce drame, jusqu'à l'arrivée d'un responsable de l'hôpital. Le grand de l'hôpital est venu avec le sous-préfet, c'est monsieur le maire. Ils sont venus dire que c'est un accident causé par Enéo. Des explications qui suscitent néanmoins des interrogations. Il peut dire la bouteille qu'il y a l'oxygène n'est pas brûlée. Là où l'enfant était, c'est seulement ça qui était brûlé. Notre équipe a tenté en vain plusieurs fois de rencontrer les responsables de cette formation sanitaire pour être mieux situés. Pendant ce temps, la maman éplorée est depuis lors noyée dans la dépression. Que l'autorité compétente mette main et que les âmes de bonne volonté viennent auprès de nous et puis que justice soit faite. Ma fille qui a perdu mon fils, ma fille est tellement abattue. Il n'y a aucun accompagnement psychologique. Dans un communiqué datant du 10 mars, Enéo, qui a annoncé une enquête en cours, a présenté ses condoléances à la famille et aux autorités de l'hôpital régional de Konsamba. Situé sur la nationale numéro 1, Beka est classé zone rouge par les autorités locales du département du Mbéré. À 20 km de la frontière à vol d'oiseau et 40 km de Garoua-Boulaye, les populations disent ici vivre dans l'insécurité, malgré la présence des groupes d'autodéfense. Il y avait les prises d'otages contre ces fortes rançons. La population ne vaguait même pas à leur occupation. Ramener la sécurité dans cette partie du pays et rassurer les populations composées d'agriculteurs et d'éleveurs, telle est dès lors la mission des éléments du bataillon d'intervention rapide du poste de Beka, inauguré ici par le représentant du coordonnateur général du BIR, aux côtés des autorités administratives. La détermination du haut commandement à procurer la sécurité à nos populations. Nous sommes tellement fiers, vu que nous, la population de Beka, nous allons collaborer avec les éléments de BIR. C'est le 62e poste avancé, installé le long de la frontière avec la RCA. Il dispose d'un effectif conséquent, du matériel roulant et doté d'une autonomie en eau et en énergie électrique. Il est aux ordres de la 52e unité légère d'intervention dans la zone de commandement du 5e BIR. Les bandits de grand chemin, les preneurs d'otages, les voleurs de bétail et éventuellement les égarés des pays amis peuvent changer de métier, ne doivent pas avoir l'intention de s'aventurer dans la terre camerounaise. Du rayonnement du BIR du poste de Beka le long de cette frontière dépendra le retour à la sérénité des riverains qui saluent l'acte du chef de l'État.
45 organisations de producteurs venus de la Benue, du Faro, du Mayoluti et du Mayoré reçoivent des chèques d'un montant global de 114 322 448 francs CFA. Cet argent est dédié au financement des projets d'investissement des filières de production agropastorale et halieutique. Non, il est question que ces organisations de producteurs qui ont eu le financement du programme ACFA, de faire vite, de déposer leurs chèques au niveau des banques à laquelle ils sont affiliés et de mettre immédiatement en œuvre leur projet. Et qu'ils sachent que ce programme est là pour améliorer les conditions de vie. Et l'argent qu'on a mis à leur disposition, c'est pour vraiment financer les exploitations familiales agro-pastorales afin que l'agriculture et le développement aient un pouce au niveau de la région du Nord. Cet appui financier du programme PCP-ACFA vise également à réduire la dépendance à l'importation en assurant une production en progression. Aujourd'hui, les deux ministères se battent sur le terrain pour réduire les importations en augmentant la production. Et le PCP-ACFA, à travers ses financements, va permettre l'augmentation de la production et la réduction de ces importations, mais surtout l'augmentation des revenus de nos producteurs. Ces producteurs agricoles et éleveurs bénéficieront de façon permanente de ces chèques pour une économie sociale, familiale et nationale acceptable. Makilingai, dans l'arrondissement de Tokombéré. De vastes étendues, espaces réservés à la culture de l'oignon. Ici sortira l'unité de conservation post-récolte. C'est la matérialisation de la politique de l'import-substitution chère au chef de l'État pour rééquilibrer le déficit de la balance commerciale. Camerounais et Turcs, sur le terrain, concrétisent le travail de fond pour éviter des pertes. Le problème est réel dans la production, la conservation. Il y a beaucoup de pertes post-récolte. Et pour résoudre ce problème, on a pensé à une conservation. Mais au-delà de cette conservation, il faut d'abord du sémencier. Le MINEPAD a réalisé les études de faisabilité pour cette filière de 2019 jusqu'en 2021. Et les études du marché ont été réalisées de 2021 jusqu'en 2022 pour établir que le projet de l'oignon, ici, où les pertes post-récolte sont à l'ordre de 50 à 70% chaque année. Des chiffres qui réduisent considérablement la productivité. L'unité de conservation est donc un atout. La première phase, c'est la conservation de cluster oignon. Parce que, comme M. Youssef a dit, il y a beaucoup de pertes. On doit résoudre ce problème, premièrement. Lorsque l'oignon sera rare sur le marché, l'usine de transformation, de conservation va permettre de garantir et de réduire les pertes. Au-delà de la conservation, la transformation en poudre et en jus sont dans le viseur. Aux agriculteurs de rappeler toutes leurs difficultés. Le puits, l'engrais, les motopompes, bon, et du surcroît, on pleure chaque année, le problème des prix. Comme Dieu nous a amené l'usine de conservation et de conservation, nous sommes en joie. 36 000 emplois fixes. Et nous pensons que les revenus de ce projet, selon les études que nous avons menées, et que nos partenaires et investisseurs turcs sont venus consolider. Le Centre des réseaux des filières de croissance, le Centre d'appui aux actions rurales au développement et RDEM se mettent ensemble pour contribuer à la fluctuation de la production de l'oignon au Cameroun. Au-delà des emplois créés, c'est une rentrée de 500 milliards de francs CFA projetée.